Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, édition du vendredi 20 novembre 2020. Et pour commenter et analyser l'actualité de la semaine du secteur IT et télécom, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, on commence par un classique du genre, j'allais dire Microsoft déjà, et puis une arlésienne peut-être, sécuriser les PC avec une nouvelle initiative, en l'occurrence une puce, qui vient de la Xbox, hein, qui sera intégrée aux prochaines versions des processeurs. Voilà. Alors, effectivement, vous avez tout dit, mais je pense que c'est le mot arlésienne qui est peut-être un peu pas tout à fait adapté à la situation, parce que c'est quelque chose qui va arriver. Oui. Donc, en gros, effectivement, l'idée, c'est Microsoft... Donc, c'est la notion de sécurisation du PC. Voilà. Sécuriser ses PC. Et donc, c'est en fait un développement qui avait été fait pour l'Xbox, donc le module TPM, Trusted Platform Module, dont l'objectif était de sécuriser les Xbox, parce qu'évidemment, dans le domaine des jeux, il y avait beaucoup de petits malins qui voulaient pirater des jeux, et voilà. Donc, ce module, en fait, Microsoft s'est dit que finalement, il pouvait l'utiliser pour ses PC. Et donc, il était tout à fait concevable d'avoir d'un côté le CPU et de l'autre le TPM, et de les faire communiquer entre eux. Et donc, le PC est sécurisé. Sauf qu'entre les deux, il y a un bus et il y a des petits malins là encore. Il faut faire toujours attention. Surtout en informatique, oui. Qui vont se connecter sur le bus qui est entre les deux. Et donc, ils court-circuitent le TPM qui, finalement, n'a plus aucune utilité. Donc, l'idée de Microsoft, c'est de travailler avec les fabricants de processeurs, donc AMD, Intel, Qualcomm, et donc d'intégrer le module TPM dans le CPU lui-même. C'est en gros les fonctions et les services qui sont fournis par le TPM, de l'intégrer dans le CPU, de telle sorte que là, il n'y a plus moyen de court-circuiter, et de telle sorte que dès que vous allumez votre PC, le TPM, les services TPM se mettent en marche et votre PC sera sécurisé. Donc, je dirais que c'est un pas supplémentaire vers la sécurisation. Donc, c'est pas fait, mais en tout cas, Microsoft a annoncé qu'il voulait faire ça, et deux, les partenaires que sont Intel, AMD et Qualcomm ont dit qu'ils vont le jouer. Donc, c'est quelque chose qui va arriver et qui... alors, évidemment, c'est une sorte de course de gendarmes et voleurs, mais en tout cas, c'est une étape du côté des gendarmes qui fait que les postes seront plus sécurisés. Donc, rendez-vous fin d'année 2021 pour voir un peu concrètement ce que ça donne. Voilà. Très bien. En attendant, on parle d'un projet dont on évoque beaucoup en ce moment, qui est Gaia X, avec une nouvelle qui peut paraître un peu surprenante, hein, a priori, qui est l'arrivée de fournisseurs cloud US, hein, en l'occurrence Google, Amazon, Azure, bien sûr, et puis Oracle, je crois. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, puisqu'on parle d'un cloud européen, et qu'est-ce qu'on voit des fournisseurs de cloud américains qui adhèrent, donc ça mérite peut-être une petite explication. Pour compléter ce que vous dites, il y a non seulement des Américains, mais il y a aussi des Chinois. Donc là, c'était à l'occasion du Gaia Summit, donc, qui s'est tenu cette semaine. Donc vous savez, Gaia, on en a déjà parlé, c'est un projet de cloud européen. Il y a 22 membres fondateurs. Donc là, pour le coup, ce sont des Européens. Et donc, ils ont fait leur premier sommet et ils ont élargi. Il y a 160 nouveaux fournisseurs qui adhèrent à ce projet. Je pense qu'il faut... Il y a une très bonne interview dans IT for Business, donc du CTO intérimaire, qui est un responsable de OVH, CTO intérimaire de Gaia X, qui explique un peu la manière avec laquelle il faut comprendre ce projet. L'idée, c'est pas de... On a bien compris qu'on n'a pas d'AWS, on n'a pas de Microsoft. Et on n'en aura pas. On va pas avoir, et on n'en aura sans doute pas. Ça demande d'abord, c'est un peu trop tard, ça demande des investissements considérables, et donc il faut adopter autre chose. Donc l'idée, c'est de définir des normes et des services, des normes communes et des services qu'on veut proposer aux utilisateurs, de rassembler des gens et donc de faire en sorte qu'on puisse proposer ces normes et ces services de la manière la plus transparente et la plus sécurisée possible. Sachant que tout ça doit respecter, je dirais, la volonté des fondateurs européens, qui est qu'on veut un cloud souverain au niveau européen. Donc, ce n'est pas un grand fournisseur ou 3 grands fournisseurs de cloud qui vont se réunir et qui vont proposer des services. Je dirais que c'est un ensemble de fournisseurs. Et donc, il l'explique très bien. L'idée, c'est si c'est une structure qui est ouverte, tous les gens qui sont prêts à respecter comme ils appellent les policy rules, donc les règles, si je puis dire, les règles du jeu, eh bien, ils peuvent adhérer à ce projet. Donc, il y a effectivement tous les grands Américains sont présents. Oracle, on reçoit aujourd'hui
la directrice générale d'Oracle de France, Karine Picard. Donc, effectivement, c'est quelque chose dont on va parler. Et puis, bon, ils y sont tous. Dedans, il y a 11 Français qui sont présents. Donc, il y a évidemment OVH, Orange, des gens un peu plus outscale, évidemment. Et puis, Scaleway, EDF, Scaleway, Orange. Donc ça, ce sont des membres. Et il faut bien comprendre aussi que tous ces 160 fournisseurs, ils adhèrent au projet, mais ils ne sont pas au conseil, au board. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, les décisions sont prises par une structure qui est, elle, 100% européenne. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que tout ça c'est les mots, ça fonctionne très bien. Il est évidemment pas inconcevable de penser que tous ces fournisseurs, dont certains pèsent très lourd, eh ben, ils vont sans doute faire du lobbying. C'est tirer la couverture à eux. Donc, je dirais que sur le papier, tout ça est très bien. Après, il va falloir faire en sorte que l'Europe fasse respecter ses règles et fasse entendre sa voix de manière absolument indiscutable. Bon, j'allais dire, c'est le début de l'aventure. En tout cas, c'est quelque chose de très positif parce que entre ça et rien, évidemment, il n'y a pas photo. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait... qui était attendu. Alors justement, parce qu'on parle de cloud et de fournisseurs européens, un autre acteur important du secteur qui est Atos, qui annonce son initiative, j'y arrivé, OneCloud. Alors j'allais dire, je rassure nos lecteurs ou je les inquiète, je ne sais pas, Atos ne devient pas fournisseur de cloud. C'est juste la volonté d'Atos de regrouper, si j'ai bien compris, ses services autour d'une marque unique. C'est ça. Donc le lien entre le sujet précédent est assez facile à faire, puisque Atos fait partie des membres fondateurs de GaiaX. Bon, rappelons quand même que Atos, c'est un fournisseur service, mais dedans, il y a Bull qui est intégré. Donc c'était un fabricant aussi d'ordinateurs, donc de data center. Donc là, cette initiative OneCloud, en gros, c'est une espèce de guichet unique avec laquelle Atos se présente comme un fournisseur de solutions et de services. Alors, il y a tout un tas... Évidemment, c'est du conseil, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une offre bare metal, c'est du cloud privé, c'est de la sécurité. Enfin, c'est vraiment des services qui sont clairement identifiés avec tout un tas de partenaires. Et donc, je dirais que Atos propose en direct ses services et joue le rôle un peu de courtier, enfin de broker vis-à-vis de tous ses partenaires pour faire ce qui aujourd'hui est un peu le maître mot, c'est-à-dire du multi-cloud. Donc, il n'est plus question de mettre tous ses œufs dans le même panier cloud, mais de différencier sur plusieurs paniers. Donc, c'est une initiative forte c'est pas seulement des mots, c'est accompagné aussi d'un financement, 2 milliards d'euros sur 5 ans. Donc, c'est pas, évidemment, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que fait AWS ou Microsoft, puisque là, on sera peut-être plutôt, l'ordre de grandeur, ce serait plutôt par an, peut-être même plus que ça. Mais en tout cas, c'est significatif. Et donc, c'est là encore la volonté pour Atos d'être un acteur important dans ce domaine. Très bien. Alors, Guy, on a ouvert cette émission en parlant de sécurité. On y revient. Sur le sujet, avec le SIGREF qui s'adresse au Premier ministre pour lui écrire en disant que on peut continuer comme ça. Voilà. C'est pas possible. La situation face aux cyberattaques est vraiment préjudiciable à la santé des entreprises. J'allais vous dire, au-delà des récriminations, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, effectivement, le SIGREF a envoyé un courrier le 13 novembre au Premier ministre pour faire état de ce que vous venez de dire. Qui est que à la fois le SIGREF reconnaît les efforts qu'a fait le gouvernement. L'ANSSI, c'est quand même une initiative forte et qui quelque chose de très concret, mais donc reconnaît ses efforts, mais considère qu'il y a encore beaucoup à faire et que la situation, je dirais, dans l'espace numérique n'est pas du tout satisfaisante et ne permet pas aux entreprises de fonctionner comme elle permet de fonctionner dans le monde réel. Et donc, alors ça, c'est, je dirais, on plante le décor, et ils font état, évidemment, et on en parle régulièrement, sur les problèmes de sécurité, à la fois la multiplication du nombre et de l'intensité des attaques qui n'arrêtent pas de croître. Donc ça, c'est un peu il tire un peu le signal d'alarme. Alors, bon, il se trouve que j'ai contacté le SIGREF pour savoir un peu ce qu'il en était. Et donc, ils m'ont répondu qu'ils voulaient en donner la première au Premier ministre. Et donc, on aura... Mais ils font des propositions. Donc, ce sont des propositions, je suppose, de moyens mis en œuvre
pour aider les entreprises à mieux sécuriser leur environnement. Ça peut être aussi, je dirais, dans le domaine du droit, parce que même si le droit de l'Internet a beaucoup évolué, il y a certainement encore des choses à faire qui permettent de réguler un peu plus cet environnement, cet univers qui au départ était un peu le Far West et qui commence à se réglementer. Donc il y a des propositions qui sont faites et on aura certainement l'occasion de revenir dessus pour les présenter. Mais en tout cas, on rappelle, le SIGREF, c'est le représentant des grandes organisations françaises. Donc c'est quand même une association qui pèse, si je puis dire. Très bien. Bon, donc écoutez, on attend de savoir, les mesures qui seront proposées, et la réponse qu'en fera le gouvernement. Très bien. Au sujet du moment, Guy, forcément, c'est le télétravail. Cette fois-ci, sur un angle un peu moins, entre guillemets, enchanteur, parce que c'est un peu la façon dont on peint le télétravail, c'est la tendance à transformer comme outil de surveillance des salariés. Oui, alors je dirais que effectivement, c'est assez inquiétant. Alors, si on est dans le monde des bisounours, donc il y a eu effectivement je dirais cette crise sanitaire qui nous est tombée dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réagi très rapidement, qui ont mis leurs salariés en télétravail. Après, c'est allé mieux. Donc, il y a plein d'entreprises qui sont revenues en arrière, qui n'ont pas compris que finalement, il fallait s'inscrire dans la durée et mettre une nouvelle organisation en place. Et donc, je dirais que de la part d'un certain nombre d'entreprises, il y a une sorte de réticence à laisser la bride sur le cou à leurs salariés en pensant que parce qu'ils sont chez eux, en gros, ils vont pas faire, ils vont faire un peu n'importe quoi et mettre le travail, je dirais, au dernier plan de leurs préoccupations. Et donc, je dirais que cette préoccupation-là des entreprises, elle est validée par le fait qu'il y a un site qui s'appelle Top 10 VPN qui montre donc a fait une étude qui a réfléchi, qui a regardé un peu ce qui était sur les postes de travail. Et donc, il voit que finalement, il y a un nombre de demandes absolument qui a explosé, de demandes pour, en gros, tout ce qui est logiciel de surveillance des salariés. Et ça, pour le coup, là, on parlait de Big Brother, mais là on est en plein dedans. Donc, ça peut commencer par la webcam. Donc, si vous avez un PC, vous pouvez mettre un petit peu de scotch dessus. Ça, c'est pas très compliqué. Mais ça peut aller plus loin. Ça peut être une capture d'écran aléatoire pour voir ce que vous faites. Ça peut être pour voir si vous êtes tout le temps en train de taper sur le clavier ou si pendant 3 heures, il ne se passe rien, vous avez allumé votre ordinateur. Donc, donc, ces demandes de logiciels, parce qu'il y a plein de solutions qui existent, ont explosé dans les derniers mois. Et je dirais que c'est quand même assez problématique parce que ce télétravail, donc, ça a été la réponse la mieux adaptée à la situation actuelle. Elle n'est pas sans conséquence. Oracle a fait une étude sur la santé mentale, et on en parle. Olivier Véran en a parlé aussi de la santé mentale des personnes qui sont un peu livrées à elles-mêmes. Si en plus les entreprises rajoutent cette couche de surveillance, comme vous dites, franchement, ça va être très compliqué. Donc, à mon avis, il faudrait définir assez rapidement pareil, on n'est pas dans le cadre de la sécurité proprement parlé, mais je dirais un cadre juridique du télétravail pour dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que là, on ne peut pas laisser les choses comme ça. N'importe comment. N'importe comment. Très bien. Alors Guy, le sujet de la semaine, c'était tout simplement le classement HPD et HPC avec top500.org qui, tous les 6 mois, met à jour son fameux classement. Alors, je vais vous dire, la nouveauté, c'est finalement, il n'y a pas tant que ça de nouveautés. Alors, pas tant de nouveautés, mais il y a quand même des enseignements intéressants. Alors, le premier point, c'est par rapport à il y a 6 mois, on est à plus 10% en termes de puissance cumulée. Installé, oui. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire que la puissance des 500 premiers ordinateurs plus puissants, plus performants ordinateurs de la planète croît à peu près à 20%, enfin cette année ce sera 20%. Les années passées, on parlait souvent de 40%, donc vous voyez, c'est quand même, ça évolue quand même. Mais là, il y a un certain ralentissement qui est peut-être dû au fait que finalement, on a maintenant des très grosses machines qui apparaissent, et donc vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de la machine de Fugaku, ouais. qui... ça y est, elle est finie maintenant. Voilà, et qui, à elle toute seule, fait 440 pétaflops. Alors, ça ne vous dit rien, peut-être, mais ça représente 18% de la puissance cumulée des 500. Installée. Donc, vous voyez que c'est quand même... Et donc, ça veut dire que si on est dans cette phase où on va avoir de plus en plus de très gros ordinateurs, c'est pas des petits des petits, entre guillemets, qu'on ajoute les uns après les autres. C'est très gros, il faut les construire. Donc, il n'est pas impossible que la prochaine édition ou celle d'après, on ait un qui arrive au fameux exascale. Exascale. Voilà.
Alors, les enseignements intéressants, c'est que s'il y en a, le premier, c'est déjà, malgré tout, l'évolution depuis 93, puisque 93, c'est la première édition. La multiplication de la performance du supercalculateur entre 93 et aujourd'hui, je ne veux pas vous poser la question parce que... Enfin, j'imagine, c'est comme les PC. Il a fallu que je le regarde. C'est 7 millions de fois plus performant. Oui, donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui... comme disent les Anglais, c'est tremendous. Ouais, donc, vous voyez, c'est bon. Donc ça, c'est assez clair. Le deuxième engagement, c'est... Alors évidemment, quand on regarde la répartition par vendeur, Fujitsu est quasiment en tête avec cette très grosse machine. Le deuxième, c'est Lenovo. Et on voit bien, les fournisseurs américains sont un peu à la traîne. HP plus HP Cray est un peu derrière. Et puis IBM, franchement, bon, c'est plus du tout. C'est plus ce que c'était. Alors qu'il y a 4-5 ans, c'était un des grands acteurs. Là, on est à moins de 10% cumulé. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les États-Unis gardent leur première place, mais pas tant que ça. Je parle toujours en performance cumulée, parce que finalement, c'est ce qui est le plus important. Je ne parle pas en nombre d'ordinateurs, parce que bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc en performance cumulée, les Américains sont toujours numéro 1, mais de justesse devant la Chine. La France, c'est un petit peu moins de 4%. Donc, vous voyez, en puissance cumulée, donc vous voyez que si on dit couramment, on dit au doigt mouillé, la France, c'est 5% de n'importe quoi par rapport à la planète. On est un petit peu en dessous. Il se trouve qu'Atos a placé oui, j'allais dire, on peut faire un petit cocorico, parce qu'il est top 10, numéro 7. Et dans le top 10, c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est une bonne chose, et ça va éventuellement continuer. Et je trouve que finalement, l'élément le plus intéressant, c'est quand on raisonne par continent. Et en fait, on voit que l'Asie, c'est le premier continent. Ah oui, en plus avec la machine japonaise, j'allais dire. Exactement, mais la Chine qui s'est réveillée depuis quelques années. Et donc, la performance cumulée en supercalculateur, c'est plus de 50% en Asie. Donc, vous voyez, on parle toujours du basculement vers l'Asie. Là, en termes de HPC, c'est très clair. Les États-Unis, c'est 30%. Et alors, en fait, c'est Nord-Amérique, mais bon, il y a le Canada. Mais le Canada, par rapport aux États-Unis, c'est pas très important. En termes de puissance installée. Les États-Unis, c'est 30%. Et l'Europe, c'est 20%. Donc, vous voyez, les grandes masses, ça veut dire que l'Asie est en train de faire un peu creuser l'écart. Les États-Unis ont perdu un peu et l'Europe, malgré tout, reste un peu à la traîne. Donc, il faut bien comprendre quand même que ces supercalculateurs, par exemple, dans la crise du Covid, oui, il y en a plein beaucoup chauffé. Voilà, exactement, pour synthétiser, enfin pas synthétiser, mais pour tester des molécules, simulation, tester des molécules, des choses comme ça. Donc, et alors, je vous dis pas quand on aura les ordinateurs quantiques. Là, c'est encore une autre histoire. C'est pas pour tout de suite. Alors l'autre enseignement aussi dit qu'il faut noter, je pense, c'est la montée en puissance, l'omnipotence ou l'omniprésence, je sais pas quel mot faut employer, d'NVIDIA en tant que fournisseur. Exactement. On l'a déjà dit, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. On avait déjà parlé. Effectivement, ils étaient apparus comme un acteur important du HPC à l'occasion de l'annonce de Summit et Sierra, les deux machines d'IBM, puisqu'ils étaient en fait, comment dire, partie prenante. Ils avaient mis leur GPU dans ces systèmes-là. Et là, maintenant, je dirais que c'est quelque chose qui devient de plus en plus standard. Donc, NVIDIA, sans parler des récents rachats qu'ils ont fait, devient un acteur. C'est plus un fournisseur de composants graphiques comme on avait connu il y a quelques temps. C'est vraiment un acteur important dans le domaine des serveurs et du HPC en particulier. Très bien. Bah, écoutez, Guy, retour dans 6 mois pour voir si on a enfin franchi la fameuse frontière de l'exascale. Alors, et justement, sur ce plan-là, pour arriver à cette frontière-là, il faut faire la somme des 9 premiers. D'accord. Donc, on dépasse le 1 exascale. Donc, peut-être que la prochaine fois ou la fois d'après, on aura l'ordinateur. Parce qu'on sait que la Chine est en train de travailler sur le sujet et pas très loin, a priori, d'y arriver. Bon, on verra bien. L'événement de la semaine à venir, dit, on reste dans le cloud, puisque c'est l'événement AWS Relevant. Je crois que c'est Reinvent, oui. C'est Relevant, on espère. Donc, qui, pour le coup, se déroule sur 15 jours. Voilà, c'est ça ce qui est intéressant. Donc, alors, au début, finalement, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on passe du réel au virtuel, on plaque un peu le réel sur le virtuel. Et là, c'est une formule un peu différente, puisque, en gros, ils ont étalé
ils ont étalé cette conférence annuelle virtuelle sur une quinzaine de jours. Et donc, ça veut dire qu'en gros, vous n'êtes pas... Alors, sachant qu'il y a la possibilité du replay. Oui, du replay. On peut faire un peu après son marché comme on veut. Mais, donc et puis, je pense que là aussi, ils ont conçu des petites présentations courtes d'une quinzaine de minutes. Bon, il y aura évidemment le CEO de AWS qui va parler. Il y aura Werner Vogel, qui est le CTO d'Amazon, qui intervient depuis des années. Et donc, il y a donc il y a les fameuses conférences plénières, puis il y a des petites sessions très courtes d'1 quart d'heure. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, où les fournisseurs vont comprendre que dans ce nouveau monde virtuel, ils vont transformer un peu leurs conférences pour les adapter et non pas seulement reproduire le modèle de manière sans trop d'inventivité dans le monde virtuel. Et en particulier, je crois qu'il y en a beaucoup qui travaillent aussi sur le fait que finalement, ça devient presque pas de la télé, mais pas loin. Et donc, on va faire attention au décor, on va faire un peu de mise en scène plutôt que de filmer quelqu'un qui est tout seul dans son coin en train de parler. Derrière dans sa chambre. Et donc, je pense que... parce que il est quand même assez évident qu'on ne va pas revenir comme ça en pratique. C'est pas pour demain. Et donc, on a peut-être, sachant qu'en plus, ces conférences en mode réel, c'est quand même beaucoup de voyages, beaucoup de... Alors évidemment, les hôtels, ils vont pas être contents, les transporteurs aériens non plus. Mais bon, je dirais que globalement, c'est peut-être pour le mieux. Donc, trouver un nouveau mode de présentation qui soit bien adapté à son nouveau fonctionnement. Très bien. Alors, il dit pour conclure notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci, c'est à l'heure où Amazon s'étend son territoire, parce que je crois qu'ils ouvrent à la pharmacie. Hein, voilà. Alors, la pharmacie sur ordonnance, ce qui est différent. Oui, c'est pas uniquement une boîte de Doliprane. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le Doliprane, je crois qu'il faut une ordonnance. Hein, mais, donc, il n'y a pas d'ordonnance, mais ça se vend en pharmacie. Donc, ça veut dire que finalement, Amazon n'a plus de frontières. N'a pas de limite, clairement. Ils ont quand même accepté dans cette mascarade du Black Friday, là, qui franchement ne veut absolument rien dire, ils ont accepté de le repousser au 4 décembre. Oui, ça change les petits tout. commerces. Et donc, je dirais que le point positif, on en a déjà parlé, c'est l'Europe se mobilise. Donc, Thierry Breton a dit que même s'il n'y a pas de volonté ou de possibilité de démantèlement, il va y avoir des sanctions qui vont tomber parce que tous ces fournisseurs, ils bénéficient quand même de manière un peu outrancière de la situation actuelle. Il y a des élus également des élus et des sociétés qui se sont mobilisés contre l'une Amazon et l'autre Google. Donc il y a une réaction qui est une prise de conscience. Et il y a une sorte de directive européenne qui est en cours, qui devrait clarifier un petit peu tout ça. Donc je dirais que ça, pour les Européens, ça évolue vers le bon sens. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, on essaye de se préserver par rapport à cette offensive, parce que c'est une offensive économique, mais une offensive quand même. Et puis de l'autre, on construit avec Gaïa. Alors, on ne construit pas contre tout le monde, mais aussi avec eux. Mais en tout cas, on construit quelque chose. Donc, c'est deux pans d'une stratégie qui commence à se mettre en place au niveau européen et qu'il convenait de souligner. Très bien dit. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'abord une très belle semaine et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative News Hebdo. En attendant, très bonne semaine. Merci.